Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai pensé du Lumix GH6 de Panasonic, un boîtier compact pensé pour le run and gun et pour les vidéastes qui n'ont pas un budget énorme. On est à 2200 €, boîtier nu, donc c'est clairement un de ces gros points forts à ce GH6, puisqu'à ce prix-là, on en a vraiment pour son argent avec une fiche de spec et des performances qui sont monstrueuses. Contrairement à Sony ou Canon qui brident volontairement certains de leurs boîtiers pour préserver la hiérarchie de leur gamme, Panasonic a toujours été dans l'esprit inverse. Eux, tout ce qui existe de mieux sur le marché, tant que techniquement c'est faisable, ils le mettent dans leur boîtier et ça nous donne des outils formidables pour faire de la vidéo. C'est encore le cas avec ce GH6 qui reste dans cet esprit. Sur ce nouveau modèle, on est toujours sur un capteur micro 4 tiers, mais on a à présent du 25 millions de pixels. Donc de quoi faire de la photo de manière convaincante, mais pour autant, c'est pas franchement un boîtier que je conseillerais à des photographes. Le viseur, même s'il est bon, est pas au niveau des meilleurs du marché à ce niveau-là. J'ai aussi trouvé que les paramètres photo et vidéo sont pas toujours bien séparés lorsque l'on passe d'un mode à l'autre. Bref, la photo, c'est pas l'ADN de ce boîtier. Panasonic, vous le verrez, a surtout mis l'accent sur les fonctionnalités vidéo. C'est un boîtier pour les vidéastes, pensé pour eux, mais qui permet aussi de faire de bonnes photos, et ce qui évite, lorsqu'on veut faire les deux, d'emporter deux boîtiers avec soi. Là, 25 millions de pixels, c'est suffisant. Sinon, je trouve que l'ergonomie est toujours aussi excellente. Les boutons sont bien placés, entièrement personnalisables et plus nombreux que ce que l'on avait sur le GH5. On retrouve par exemple un second bouton d'enregistrement placé juste ici, là, sur le devant. Alors c'est pas pour faire du vlog hein, comme ça, caméra à la main, même si ça pourrait être pratique pour déclencher, mais c'est plutôt lorsque l'on a un rig épaule. C'est pratique d'avoir le bouton comme ça plutôt que d'avoir à aller le chercher derrière. C'est le genre de petits détails qui facilitent la vie, donc l'ergonomie est vraiment impeccable. J'aime beaucoup la sensation en main et malgré le fait que l'on ait un ventilateur pour protéger de la chauffe, le boîtier est tropicalisé, donc pas de souci. Ensuite, l'écran orientable hérité du S1H est tout simplement l'intégration la plus intelligente, puisque ceux qui aiment avoir une inclinaison vers le haut et vers le bas peuvent le faire, mais on peut aussi faire pivoter cet écran. C'est le meilleur des deux mondes, si tous les constructeurs pouvaient faire ça, ce serait génial. Et aucun souci, même si l'on a des câbles branchés sur le HDMI, l'USB ou la prise micro par exemple. Encore une fois, ça peut sembler des détails, mais je vous assure qu'à la longue, chez certains autres constructeurs qui ne font pas autant attention à ces détails justement, c'est des trucs qui peuvent être un petit peu embêtants dans certains scénarios. Là, vraiment, rien à redire, tout a été très bien pensé. L'écran est tactile, les menus sont clairs, bien organisés, bref, c'est un digne successeur des GH avec tout ce que l'on a toujours apprécié dessus. Ensuite, niveau batterie, elles sont nouvelles sur ce GH6, de plus grande capacité, mais on pourra aussi réutiliser celle du GH5 si on le souhaite. Donc si sur le papier c'est quelque chose de pratique, dans la réalité je vous conseille pas vraiment de le faire, à moins de ne pas avoir le choix. Parce que premièrement avec des batteries de GH5, l'autonomie de ce GH6 est vraiment pas terrible, hein, c'est des batteries de plus petite capacité que les nouvelles, et surtout vous perdez la possibilité d'enregistrer en illimité dans tous les modes de prise de vue vidéo. Pour le résumer grossièrement, si vous mettez une batterie de GH5, les possibilités dessus ce seront celles d'un GH5, pas d'un GH6. Donc plutôt à utiliser comme solution de secours, je vous le disais, et il faudra que vous vous équipiez des nouvelles batteries qui, elles, donnent une autonomie qui est pas extraordinaire, mais qui est pas mauvaise non plus, hein. C'est à peu près dans ce que peuvent faire les concurrents chez Sony, Canon ou Nikon. C'est une autonomie qui est quand même convaincante. Je me suis pas du tout senti limité par ça pendant mes tests, et sachant que l'on peut alimenter le GH6 pendant que l'on enregistre, et sachant que le boîtier peut enregistrer sans limite de temps et peu importe le mode de vidéo choisi, eh bien cette alimentation via le port USB type C, ça peut être quelque chose de bien pratique pour tous ceux qui vont vouloir faire de la captation de spectacles, d'événements sportifs, de conférences. À ce moment-là, l'autonomie, on ne s'en préoccupe plus du tout. Et puis évidemment, pas de problème de chauffe, puisque je vous le disais tout à l'heure, le boîtier est équipé d'un ventilateur pour s'assurer qu'on n'ait pas de soucis à ce niveau-là, et aussi pour pouvoir encaisser toutes les nouveautés dans les nouveaux modes d'enregistrement vidéo.
On va avoir de la 5,8K 25 images par seconde au format 4/3 pour de l'anamorphique, de la 5,7K jusqu'à 50 images par seconde, de la 4,4K 50 images par seconde en anamorphique, de la 4K Ultra HD et de la 4K Ciné jusqu'à 100 images par seconde, et du slow motion Full HD jusqu'à 200 images par seconde. Et tout ça en 10 bits et sans limite de temps d'enregistrement. Le 5,7K va nous permettre, lorsque l'on fait un montage en 4K, d'avoir un petit peu de marge et de recadrer et zoomer dans notre image sans que la perte de qualité ne soit vraiment visible. C'est l'avantage d'avoir filmé dans une définition supérieure à celle dans laquelle on diffuse, et c'est aussi pratique, notamment pour de la stabilisation en post-production. Le 100 images par seconde, lui, va nous permettre de ralentir jusqu'à 4 fois notre séquence si l'on fait un montage en 25 images par seconde. Là aussi, ça laisse beaucoup de possibilités en post-production. Ensuite, au niveau de la compression, on pourra à chaque fois choisir entre du All Intra ou du Long Hop en H264 ou H265. Comme je vous le disais, ce sera systématiquement du 10 bits pour les couleurs, mais dans certains cas, on sera en 4.2.0 et d'autres en 4.2.2 pour l'échantillonnage de la chrominance. Et enfin, au niveau des codecs, on aura 3 choix, dont le plus intéressant, la possibilité d'enregistrer au format ProRes en interne. C'est dingue ça, mais pour le moment, ce choix du ProRes ou du ProRes HQ est uniquement utilisable en 5,7K à 25 images par seconde. Plus tard dans l'année, ce sera étendu à d'autres définitions et cadences d'image, mais pour l'instant, c'est tout. Le ProRes, je vous l'ai souvent expliqué, c'est un format de fichier moins compressé, donc beaucoup plus simple à décoder par le processeur des ordinateurs. Ça nous facilite vraiment la vie au montage, on gagne du temps, et c'est génial de voir arriver ça sur ce type de boîtier compact, puisque ça va être un des énormes avantages qu'aura ce GH6 par rapport à ses concurrents chez Sony, Nikon, Canon, qui eux ne le proposent pas. Et puis sachant qu'à l'intérieur du boîtier, on peut charger nos propres LUT, donc nos fichiers de conversion pour visualiser le log, que l'on a tous les outils d'exposition qu'il nous faut, notamment le waveform que moi j'aime beaucoup et que j'utilise très souvent, et qu'à présent on enregistre du ProRes en interne, ça sert plus à rien de s'encombrer d'un enregistreur externe en fait. Tout ce qu'il permettait de faire, le GH6 en est capable en interne, et à part avoir une plus grande surface d'affichage, ça n'a aucun intérêt, on élimine un accessoire qui prend du poids, qui prend de la place. C'est une grosse amélioration que nous a proposé Panasonic avec cet ajout du ProRes en interne. Bon, par contre, il faut garder à l'esprit que les fichiers ProRes prennent beaucoup de place. Il vous faudra donc un système d'archivage en conséquence, mais à l'enregistrement, il faut aussi une grosse vitesse d'écriture. Sur ce GH6, pour pouvoir profiter du ProRes et d'autres formats d'enregistrement exigeants, il faudra obligatoirement une carte CF Express ou alors utiliser le port USB Type C pour enregistrer sur un SSD externe. Petite précision quand même, cette dernière fonctionnalité elle ne sera disponible que plus tard dans l'année via une mise à jour logicielle, mais c'est une super nouveauté, ça va être trop pratique, parce que je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais enregistrer au format 5,7K en ProRes HQ, sur la CF Express de 128 Go, j'enregistre à peine 10 minutes. Donc vraiment, je vais pas aller loin avec ça, et si je peux éviter de m'en acheter 10 au prix que ça coûte, clairement je vais pas me gêner. Donc ouais, l'enregistrement sur le SSD via le port USB Type C, lorsque ce sera dispo, ça va être trop bien. Et c'est quelque chose de pas si courant que ça sur des boîtiers d'à peu près ce form factor là, puisqu'à ma connaissance, ça n'existe que chez Blackmagic et chez Sigma avec le petit FP. On aura donc 4 choix d'enregistrement sur ce GH6, sur carte SD, sur CF Express, sur SSD prochainement, ou dès à présent avec un enregistreur externe pour sortir du ProRes RAW par exemple. Et puis dernière chose, la prise HDMI que l'on a dessus, c'est bien du HDMI 2.1, donc ce qui permettra de sortir du 120 images par seconde. Pas tout de suite, ce sera aussi dans une future mise à jour. Donc vraiment génial, que ce soit en termes de codec ou de fréquence d'image, Panasonic nous a mis ce qui se fait de mieux sur le marché, et c'est tout simplement le boîtier compact le plus complet. À part le fait qu'il n'a pas de 8K, chose qui commence à arriver sur certains, mais là on est à plus du double du prix de ce GH6, et vous vous rendez bien compte qu'à ce prix-là, il est hyper compétitif. On a des boîtiers bien plus chers qui ne sont pas aussi complets, qui certes ont d'autres avantages comme la taille du capteur, mais voilà, ça vous donne un petit peu un aperçu de toute l'étendue des possibilités et ce que nous a livré Panasonic.
Pour ce qui est de la qualité des images, on va en parler, mais je vais pas vous en faire des caisses, tout simplement parce qu'aujourd'hui, hein, dans ces ordres de prix-là, tous les boîtiers font des belles vidéos. Si ce qui en sort est pas terrible, c'est pas de la faute du boîtier. Ce qui va faire la différence et nous guider dans le choix d'un boîtier par rapport à un concurrent, c'est ce que la marque va proposer pour nous faciliter la tâche. Plus ce sera simple de faire de belles images, mieux on y arrivera, plus on aura envie, et là-dessus, Panasonic reste des champions. Premièrement, le log est maintenant intégré. Plus besoin de l'acheter séparément, mais surtout ce n'est plus le V-Log Lite du GH5, mais bien le vrai V-Log, celui de la Varicam. Ça nous donne une très bonne dynamique et en termes de colorimétrie c'est superbe, notamment sur les carnations. Moi qui filme aussi avec un drone également en micro 4 tiers sur du 4.2.2 10 bits en log et en interne en ProRes, exactement comme sur ce GH6, c'est des images qui se marient très bien ensemble. Et pour de la publicité, du documentaire, du reportage, c'est un combo assez redoutable. J'adore le rendu du V-Log du GH6, notamment dans les hautes lumières, ça donne un aspect très doux. Vraiment, à l'étalonnage, c'est un bonheur. Et puis, pour visualiser correctement le résultat du V-Log directement sur l'écran du GH6, je vous le disais tout à l'heure, on peut importer à l'intérieur du boîtier nos propres luttes de conversion et au format Cube. Donc, pour les plus connaisseurs, exactement le même format que les luttes qu'on utilise au montage. Ce qui évite les manips qu'on était obligé de faire auparavant alors que ce n'était pas exactement le même format. Le waveform qui est aussi intégré permet de bien s'assurer que notre image est correctement exposée. C'est un outil que plein de constructeurs ne proposent pas et auquel on a l'habitude d'accéder via un écran externe la plupart du temps. À ma connaissance, c'est également le seul boîtier hybride qui permet d'enregistrer de l'audio sur 4 pistes distinctes. C'est du 48 kHz 24 bits. Et c'est pas tout, puisqu'en branchant un casque sur la prise casque, on peut monitorer chaque canal indépendamment, ou alors certains canaux spécifiques en même temps. C'est une petite révolution puisque jusqu'à présent, pour ça, on devait forcément passer par un boîtier externe. On a également le support natif des optiques anamorphiques, avec dans le boîtier tous les outils nécessaires pour visualiser correctement le résultat, avec les options de D-Squeeze. Donc encore une fois, plus du tout besoin d'avoir un écran externe qui permet de visualiser ça. Ensuite, autre nouveauté qui est unique sur ce type de boîtier compact, la possibilité d'étendre la plage dynamique en capturant la scène à 2 expositions différentes et en les combinant ensemble. Regardez cet exemple avec, ici premièrement, le mode Dynamic Boost désactivé. Vous voyez que les hautes lumières sont totalement cramées, que ce soit sur le bâtiment à gauche ou dans les nuages. Par contre, avec le mode Dynamic Boost activé et avec exactement les mêmes paramètres d'exposition que l'image précédente, vous voyez l'énorme différence. Cette fois-ci, le bâtiment est correctement exposé, les nuages, j'ai des détails. En ayant activé ce mode plage dynamique boosté, on a plus de latitude en post-production pour récupérer des hautes lumières notamment. Il n'est pas forcément utile en permanence, si l'on peut très bien exposer notre image sans, mais dans des situations de fort contraste, il devient rapidement indispensable. Donc tout ça, ça marche, hein, vous l'avez vu, et c'est une fonctionnalité intelligente pour contrer le fait que forcément les capteurs micro 4 tiers ont une moins bonne dynamique que les full frame, et Panasonic se devait d'être compétitif à ce niveau-là. Par contre, il faut quand même savoir qu'il y a des contraintes à l'utilisation de ce mode. Déjà, ça ne fonctionne qu'à 60 images par seconde au maximum. Donc pour du slow motion en 120 images par seconde par exemple, vous oubliez. Et deuxième chose, lorsque vous activez cette fonction, vous êtes forcément à 2000 ISO au minimum. Donc autant vous dire qu'en pleine journée, à l'extérieur, si vous n'avez pas envie de fermer totalement votre optique, vous avez intérêt à avoir un filtre ND plutôt costaud. À utiliser lorsque c'est vraiment nécessaire donc, mais les résultats peuvent être assez incroyables. Bon, maintenant venons-en à ce que vous attendez et le point qui fâche, hein, est-ce que l'autofocus de ce GH6 est convaincant ou pas? Est-ce que Panasonic a progressé? Bon, et bah déjà en photo, aucun problème, hein, je vous rassure, c'était déjà le cas hein, sur les précédents boîtiers, je trouve. L'autofocus est excellent, même pour suivre un sujet qui se déplace, qui avance, qui recule. J'ai pas de photos qui sont vraiment ratées, l'autofocus se débrouille bien. C'est en vidéo que Lumix avait un gros retard sur Canon, Sony, Nikon, qui eux ont des autofocus excellents. Et bah, je suis désolé, hein, mais c'est pas avec ce GH6 que Panasonic les rattrape.
On a du tracking, une détection de l'œil, mais premièrement, cet autofocus, c'est malheureusement toujours un autofocus à détection de contraste, bien moins efficace que la détection de phase qu'utilisent les concurrents. Et deuxièmement, pour obtenir les meilleurs résultats, il faudra utiliser un objectif Panasonic, pas un d'une autre marque pour le moment, et il faudra aussi que cet objectif ait été mis à jour. Malgré tout ça, je trouve que l'on a des résultats très irréguliers. Inexplicablement, la mise au point est parfois très longue à se faire alors que la situation est simple, et lorsque je filme un sujet statique, j'ai constamment un effet de pompage dans le fond, c'est très disgracieux, c'est pas utilisable en l'état. Et pour autant, dans plein de cas, l'autofocus fonctionne très bien. La mise au point est rapide, et si je change la distance entre le sujet et l'objectif, pas de problème, l'autofocus arrive à me suivre sans gros effets de pompage. Vous voyez le résultat, franchement, ça va. Donc c'est pour ça que je vous disais que cet autofocus est vraiment inconstant. On ne sait pas à quoi s'attendre avec lui, alors que sur cette séquence, pourtant, tout se passe bien, et sur d'autres, c'est catastrophique. Je suis pourtant allé dans les angles, j'ai changé de distance, et l'autofocus n'a eu aucun mal à constamment me suivre et à me garder dans la zone de netteté, mais pourtant, sur cette même séquence, avec exactement les mêmes conditions, cette fois-ci, l'autofocus est complètement perdu. Par moment, il me chope, me repère instantanément, peu importe que je sois statique ou que je change de distance. Non, rien à faire, l'autofocus est complètement perdu, alors que je vous le répète, il a très bien fonctionné dans la situation précédente qui est exactement la même que celle-ci. On ne sait vraiment pas à quoi s'attendre avec lui. Donc voilà, si vous espériez un miracle, désolé, oui, l'autofocus a été amélioré, mais je le trouve toujours pas vraiment convaincant. En tout cas, jamais de la vie, je lui fais confiance sur un plan sur lequel je n'ai pas le droit à l'erreur. Donc si ce boîtier vous intéresse, réfléchissez bien avant à ce que vous avez l'intention de filmer avec, puisque clairement, il ne correspond pas à toutes les situations. Et l'argument de dire ouais, quand on sait filmer, on n'a pas besoin d'autofocus, pour moi aujourd'hui, avec les autofocus ultra performants que l'on a, c'est des conneries de dire ça. Avoir un excellent autofocus, c'est très pratique dans beaucoup de situations. Quand on filme du sport par exemple, pour suivre son sujet, c'est bien pratique. En 100 ou 120 images par seconde, l'autofocus a beaucoup plus de mal que dans les autres modes. Alors heureusement, pas systématiquement, hein. Ici ça va, mais je suis au grand angle, fermé à f11. Le mouvement n'est pas non plus très compliqué à suivre. En revanche, quand on filme un sujet qui se rapproche ou qui s'éloigne, c'est généralement là que l'autofocus est soit beaucoup trop lent ou complètement perdu en slow motion. Le point n'est pas bon du début à la fin du mouvement, on a constamment un effet de pompage, c'est pas du tout esthétique et c'est très frustrant parce que l'on peut absolument pas avoir confiance en slow motion. Donc déjà qu'on a une dynamique limitée parce que le mode de double exposition que je vous montrais tout à l'heure ne fonctionne pas dans ce mode-là, et que l'autofocus est mauvais, pour pas dire inutilisable même, eh bien ce 120 images par seconde, il est vraiment destiné à une utilisation dans un milieu contrôlé. Dans certains cas de fiction, où les déplacements vont être connus, anticipés, là, oui. Pareil pour de la publicité en studio par exemple, pas de problème, on peut l'utiliser, mais pour des sujets en mouvement, attention. Si vous voulez filmer de l'action, du sport, vous aurez intérêt à fermer à mort votre optique, à utiliser un grand angle. Ça limite pas mal de possibilités et si vous voulez mieux, il faudra se diriger vers des boîtiers plus chers. Cet autofocus à la traîne par rapport à la concurrence, c'est vraiment le seul point faible de ce GH6. Tout le reste est excellent et le fait que ce soit du micro 4/3 a aussi des avantages. C'est pas forcément moins bien que du full frame comme on pourrait le croire à première vue. Par exemple, on peut avoir d'excellentes optiques pour pas trop cher. Les longues focales également sont bien plus compactes, plus légères que leur équivalent sur plein format. Ça, c'est un énorme avantage lorsque l'on remplit son sac. On peut en emporter beaucoup plus. Regardez par exemple cet équivalent 70-200 f2.8. Il est stabilisé et pourtant il est minuscule. Pour du full frame, c'est pas du tout la même histoire. On a aussi un choix d'optique qui est absolument énorme parmi tout ce qui existe. Peu importe le budget que l'on a, on va trouver quelque chose qui va nous correspondre. Pas seulement chez Panasonic, puisque par exemple Leica ou encore Olympus font des optiques qui sont excellentes pour du micro 4/3. Certaines ouvrent même très grand. Là j'ai un f1.2, donc même si c'est un petit capteur sur lequel on va la monter, niveau bokeh on s'y retrouve.
Ici sur cette comparaison à 77 mm f2.8, vous voyez que par rapport à du plein format, notamment sur le texte au fond, oui, il y a une différence de bokeh mais qu'elle n'est pas non plus spectaculaire, à partir du moment où vous pouvez un petit peu vous éloigner de votre fond. Sur du micro 4/3, on a également un rolling shutter moins présent, et puisque le capteur est plus petit, c'est plus facile de le stabiliser. Là, sur ce GH6, la stabilisation est absolument incroyable. On peut filmer à main levée sans aucun problème, même avec une longue focale. Et lorsque l'optique est elle aussi stabilisée, le résultat est excellent. Et dans pas mal de situations, ça évite même de prendre avec soi un trépied ou un stabilisateur externe. Comme je vous le dis depuis le début de la vidéo, sur ce GH6, Panasonic a vraiment fait en sorte que l'on puisse tout faire sans s'encombrer d'accessoires qui sont quasi indispensables chez certains concurrents. En basse lumière, en revanche, ce sera forcément plus compliqué que sur du plein format, mais j'ai trouvé que ce GH6 s'en est plutôt bien tiré. Je n'avais pas avec moi l'optique la plus lumineuse qui soit, et pourtant les résultats sont corrects. L'autofocus, lui, forcément déjà que de jour c'est compliqué, en basse lumière ça l'est encore plus. Et pour du suivi de sujet, il perd par moments les visages, donc à moins d'avoir de la chance ou du temps pour faire plusieurs fois un plan, mieux vaut ne pas l'utiliser. Donc au final, ce GH6, c'est une belle amélioration du GH5. Certes, on n'a pas de la 8K, mais sinon, Panasonic nous a mis tout ce qui existe de mieux aujourd'hui sur le marché. C'est le boîtier le plus complet en termes de framerate et de codec dans un format aussi compact. Tout ça vendu à peine au-dessus des 2000 €. C'est un excellent positionnement, je trouve. Panasonic a été très raisonnable de ne pas monter le prix plus haut, sachant qu'en professionnel, vous enlevez la TVA et l'amortissement. Voilà, vous vous retrouvez avec un boîtier qui coûte pas très cher par rapport aux images assez incroyables qu'il est possible d'en sortir. Je le trouve très intéressant pour quelqu'un qui a déjà un GH4 ou un GH5, puisqu'on va pouvoir conserver tout son parc optique et passer un vrai cap en termes de possibilités vidéo. Après, ça reste du micro 4/3 si vous avez besoin de filmer dans de petits espaces ou que vous avez des besoins en basse lumière. Pour le même prix, peut-être qu'il vaut mieux aller voir du côté de Sony en plein format, qui en plus de ça offrira un excellent autofocus fiable. Moi c'est le point qui m'embête le plus sur ce GH6, hein. Vous savez, je filme absolument toutes mes vidéos tout seul, j'ai personne derrière la caméra qui peut me dire « Ah, attention, là il faut recommencer, c'est pas bon ». Donc je dois pouvoir avoir confiance, et là, malheureusement, c'est pas le cas. Ça reste l'éternel et historique point faible des boîtiers Lumix. Comme je vous le disais, hein, il correspond pas à tout le monde. Par exemple, je ne l'utiliserai pas en caméra principale pour un face cam ou une interview, mais par contre, pour beaucoup de plans d'illustration que je tourne en extérieur, là, oui. L'incroyable polyvalence de tous les codecs et les framerates que je vous ai montrés, là, est un atout incroyable. Le deuxième point d'amélioration que j'aurais aimé, c'est que le capteur ne soit pas directement exposé. Canon et Sony, eux, le protègent, et c'est bien pratique pour éviter les poussières sur le capteur en changeant d'optique. Mis à part ça, c'est un boîtier remarquable, vendu à un prix très compétitif, donc si tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo vous a convaincu, que vous pensez que ce GH6 peut vous convenir et que vous avez envie de l'acheter tout en soutenant mon travail, eh ben vous avez des liens d'affiliation qui sont juste en dessous dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça, et puis si vous avez des questions et que j'ai la réponse, je vous aiderai avec plaisir. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!